Monsieur le Président, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion d'intervenir sur ce sujet qui finalement revient relativement fréquemment, à savoir un angle étroit de découverte fortuite en consultation. C'est une situation qui est digne d'inquiétude car on redoute la crise aiguë de fermeture de langue et le spectre de la cascade qui va mener au glaucome primitif par fermeture de langue. Les problèmes posés sont d'ordre diagnostique et concernent bien entendu la prise en charge. Le glaucome primitif par fermeture de langue, c'est une entité qui est souvent ignorée, qui est pourvoyeuse d'idées reçues et qui aboutit à des erreurs diagnostiques, des erreurs de prise en charge. Donc à mon sens, ça vaut le coup de s'y intéresser et d'essayer de répondre à cette question. C'est un problème de santé publique à l'échelle mondiale, puisque étant donné l'évolution démographique, c'est une situation qui augmente en prévalence et qui, plus grave encore, est pourvoyeuse de déficits fonctionnels importants, puisque en 2020, on projette d'avoir autant de cas de cécité par glaucome par fermeture de langue que par glaucome à angle ouvert. Les facteurs de risque, vous les connaissez. Le sujet idéal est la femme asiatique âgée hypermétrope qui éventuellement a des antécédents familiaux associés. Comment va-t-on faire ce diagnostic d'angle étroit? C'est le plus souvent par le biais d'une gonioscopie réalisée en consultation. Vous le savez, cet examen est incontournable devant tout patient glaucomateux ou suspect de l'être. Cet examen permet de distinguer des situations anatomiques différentes qui vont aboutir à des prises en charge un peu personnalisées et adaptées. Comment démasquer un angle fermable? Antoine a commencé à vous en parler. C'est tout d'abord par le biais d'un examen du segment antérieur et on va confirmer ça par la gonioscopie. Qu'est-ce qu'un angle fermable? La définition n'est pas univoque dans la littérature, mais globalement, ce qu'on retient, c'est qu'un trabéculum pigmenté non visible sur 180 degrés comme limite. Et voilà ce que, si on tente de le représenter sur la classification de Schaeffer, comment ça peut être illustré. Le glaucome primitif par fermeture de l'angle répond à un continuum clinique qui a été décrit par Foster notamment. On passe par la case suspicion de fermeture de l'angle. Ensuite, le patient, si on passe à côté de cette étape, risque d'évoluer vers la fermeture angulaire suspectée fortement, puisqu'on a des signes évocateurs que sont l'hypertonie oculaire, la constitution de synéchie antérieure périphérique, des glaucomflecken, des atrophies sectorielles de l'iris. Enfin, si on ne fait toujours rien à ce stade-là, le patient est susceptible de développer une neuropathie optique glaucomateuse avec le cortège qu'on peut observer au niveau structural et fonctionnel. Voilà l'article qui reprenait un petit peu ces différentes étapes. Une chose qui me paraissait également importante de rappeler, c'est qu'une fois que l'iris a chatouillé le trabéculum, ce trabéculum est susceptible de présenter des modifications fonctionnelles. Et c'est la raison pour laquelle un patient qui a eu un angle étroit à un moment quelconque et qui plus est en plus a éventuellement bénéficié d'une iridotomie, est un patient à risque de développer une hypertonie oculaire et une neuropathie optique glaucomateuse qui nous encourage en fait à suivre ces patients sur le long terme. Et donc, si je cherchais à répondre de façon rapide à la question, la gonioscopie est-elle suffisante? La réponse est non, et Antoine, là encore, a commencé à vous en parler. Il faut se donner les moyens de dépister une éventuelle neuropathie optique glaucomateuse en proposant aux patients les examens adaptés et envisager une surveillance régulière. Alors, je vois d'ici Monsieur Nordman dire « Oh là là, mais elle est complètement hors sujet ». Effectivement, donc le sujet avait pour objectif d'essayer de dire mais quel rapport avec quand est-ce qu'on propose une imagerie? Mais en fait, à mon sens, cette imagerie du segment antérieur n'est pas indispensable, en particulier dans ce cas précis où on a un angle qui se réouvre à l'indentation en gonioscopie dynamique. Elle n'est pas indispensable ni pour faire le diagnostic, ni pour la prise en charge. Alors, mon propos, ce n'est pas du tout de discréditer cette imagerie qui est une aide précieuse, notamment dans certains cas, quand on a un doute sur le mécanisme impliqué dans la fermeture de l'angle iridocornéen,
Ça peut avoir un intérêt extrêmement important à l'heure actuelle, en 2014, à visée éducative, si on veut donner des explications aux patients, et notamment si on a en face de soi un patient sceptique ou une patiente avocate, juge, susceptible de éventuellement poser des problèmes médico-légaux après. C'est également, à mon sens, intéressant d'avoir une iconographie à un instant T dans un dossier. Notamment chez les patients qu'on n'est pas sûr de pouvoir suivre de façon régulière en consultation. Encore une fois, à mon sens, elle n'a pas de raison d'être systématique et elle doit être proposée et interprétée avec les résultats de la gonioscopie en tête. De la même façon qu'on examine ou on analyse un champ visuel en ayant à l'esprit l'aspect de la papille, de la même façon, idéalement, on réalise soi-même ces examens et en tout cas, on les analyse avec la gonioscopie en tête. Vous rappelez également qu'il existe plusieurs mécanismes de fermeture de langue. Il y a le bloc pupillaire qui est le plus fréquent et qui répond le mieux à l'iridotomie périphérique, les iris plateaux. Il peut y avoir des mécanismes cristalliniens qui sont à l'origine de la fermeture de langue et des facteurs rétrocristalliniens. L'imagerie, à l'heure actuelle, nous avons 4 techniques potentiellement à notre disposition. Nous avons l'échographie UBM, qui est une technique contact, qui est généralement effectuée par des personnes rompues à cette technique. Et puis, nous avons toutes les OCT qui nous permettent d'explorer le segment antérieur, que ce soit l'OCT visante, mais également les OCT en spectral domaine, munis d'une lentille spécifique qui donne accès à l'angle iridocornéen. Et puis, plus récemment, l'OCT en swept source. Il y a des avantages incontestables à cette technique d'imagerie. Néanmoins, quelques petites réserves, notamment la difficulté de repérage anatomique qui est rapportée dans différentes études, notamment de l'éperon scléral, qui est un repère anatomique incontournable et qui est difficile de temps en temps de retrouver. Il faut savoir que ce soit en UBM ou en OCT, on observe une surestimation des fermetures angulaires et la zone d'analyse est limitée à une coupe. Donc, je conclus. Le glaucome par fermeture de l'angle est fréquent et dévastateur. Le dépistage reste, en 2014, basé sur la gonioscopie. L'imagerie, bien entendu, représente une aide précieuse, vous l'avez vu. Les résultats sont interprétés et confrontés à la gonioscopie. Les décisions thérapeutiques, et notamment d'iridotomie périphérique, sont basées sur la gonioscopie uniquement. Et à l'avenir, des études longitudinales et les évolutions technologiques nous permettront sans doute de placer cette imagerie de façon plus précise dans le schéma de prise en charge thérapeutique. Je vais passer le relais à Yves qui va vous parler des aspects thérapeutiques et je vous remercie de votre attention. Merci.